Nous sommes toujours dans la règle de droit. Cette règle de droit qu'on a vue, qu'on a étudiée, qu'on a aussi qualifiée d'obligatoire, normative, impersonnelle, exécutoire. L'exécution de cette règle de droit, la dernière fois on a vu que cette exécution ne peut s'opérer qu'une fois qu'une loi est promulguée. On a vu que la promulgation était un acte qui signifie que le roi atteste la régularité de cette loi. Quand je parle de la loi, ça veut dire la loi et le règlement, la loi avec un grand L majuscule. D'accord ? On ne fait plus cette différence entre l'exécutif et le législatif. Je vous ai dit que cette loi, quand elle est élaborée au niveau du Parlement, il faut qu'elle soit donc promulguée. Et cette promulgation, c'est l'attestation que cette loi, elle est conforme à la Constitution, ou le règlement, il est conforme à la loi, encore une fois. Et donc cette attestation veut dire que le contrôle du Conseil constitutionnel est déjà passé. Ça veut dire qu'on va vérifier effectivement si cette loi ne heurte pas les libertés publiques ou ne rentre pas en contradiction avec l'ordre public. Donc, et la dernière fois, on avait dit que cette promulgation est généralement suivie d'une publication. Et la publication étant quelque chose d'obligatoire, parce que tant que la loi, même en étant promulguée, n'est pas publiée, elle n'est pas encore exécutoire. Donc l'exécution, elle va, si vous voulez, c'est la conséquence de la publication. D'accord ? La publication, la dernière fois, encore une fois, je ne fais que vous rafraîchir un peu la mémoire, la publication veut dire que la loi, quand elle va sortir, il faut qu'elle soit opposable aux tiers que nous sommes. On appelle ça les tiers, ça veut dire les personnes. D'accord ? Eh bien, cette opposabilité peut, encore une fois, poser un problème que nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui. Ça veut dire que quand une loi, elle va sortir, peut-être qu'il y a encore une loi qui est encore là. Alors, laquelle des deux situations va régir la nouvelle loi? Est-ce que vous comprenez? Il y a une loi qui sort, oui, promulguée, publiée, oui, mais le problème, c'est qu'il y a encore une loi qui est là. Laquelle de ces deux lois va s'appliquer? Voilà le premier problème que nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le conflit de loi dans le temps. Ce conflit de loi dans le temps, il est sanctionné par ce que nous appelons le principe de la force obligatoire de la loi, le principe de la non-rétroactivité de la loi. Une loi n'est jamais rétroactive. On ne revient jamais en arrière. Une loi, quand elle sort, elle va sortir maintenant et pour les situations à venir. Nous aurons l'occasion de voir que certaines dérogations prévues par la loi autorisent que certaines lois peuvent rétroagir, notamment en matière pénale. D'accord ? Nous aurons l'occasion de voir en quoi cela consiste. Donc voilà le premier problème que nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est une loi qui va sortir, nationale, du Maroc, par exemple, qui va vous dire que les étrangers, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, que les étrangers qui résident au Maroc, par exemple, ne peuvent exercer leur activité commerciale qu'avec, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'avec une autorisation d'exercer. Voilà une loi qui va sortir pour les étrangers qui vont résider au Maroc. Et en même temps, il y a peut-être une loi qui sort à l'étranger qui dit que les ressortissants étrangers qui vont s'installer dans un pays étranger peuvent être dispensés de cette autorisation. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Parlement français va faire sortir une loi en disant que les ressortissants étrangers qui vont s'installer dans un pays étranger seront dispensés d'une autorisation. Ça, c'est la loi qui sort sur le plan international, sur le plan étranger. Et chez nous, au Maroc, on va dire tous les étrangers qui s'installent au Maroc seront amenés à demander une autorisation. Deux situations différentes. Laquelle de ces deux situations va s'appliquer? Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il s'agit de l'étranger. Est-ce qu'il va dire non, mais chez moi, en France, il y a une loi qui dit que, mais puisqu'il est au Maroc,
on va lui dire, mais monsieur, puisque vous êtes un étranger, mais vous résidez au Maroc, vous êtes considéré résident sur le sol marocain, voilà telle loi qui s'applique. Cette situation ambivalente entre deux problèmes juridiques est qualifiée par un conflit de lois, cette fois-ci, non pas dans le temps, mais dans l'espace. Quand on parle de l'espace, c'est par rapport à l'espace géographique. Est-ce que vous comprenez? Dans l'espace géographique français, ce n'est pas l'espace géographique marocain. La question que l'on se pose sur le plan juridique, laquelle de ces situations va s'appliquer? Eh bien, dans ce cas de figure, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la ratification. Et là, vous avez bien sûr entendu vous entendez bien que le Maroc signe des traités, un traité international avec la Chine, avec la France, sur le plan commercial, sur le plan des étrangers, sur le plan de la nationalité, sur un certain nombre de choses. Eh bien, cette ratification veut dire tout simplement que ce traité doit être ratifié. La ratification d'un traité, ça veut dire que tant que ce traité n'a pas été approuvé par le Parlement marocain, il ne peut pas s'appliquer au Maroc. C'est ce qu'on appelle la ratification. Quand vous entendez que le traité a été ratifié, ça veut dire qu'il a été tout simplement adopté, accepté, avalisé, cautionné par le Parlement marocain. Ça veut dire que tout ce qui va se passer à l'étranger va être appliqué chez nous, puisque le Maroc et la France ont signé un traité international concernant par exemple la situation des étrangers, concernant la nationalité, concernant les biens des étrangers. Vous savez qu'il y a des biens qui appartiennent à des étrangers alors que ce sont des biens étrangers. Alors, sur quelle loi ces biens étrangers vont être traités? Est-ce que c'est la loi française ou la loi marocaine? Alors que lui, il est français, mais il a un bien foncier, par exemple une terre, une ferme, une maison. Sur quelle législation je vais trancher? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce conflit de lois, qu'on appelle des lois, dans le temps et dans l'espace, rentre, si vous voulez, dans le cadre de tout ce qui est règle objective de la règle de droit, tout simplement. C'est cette règle de droit qui, par la suite, elle s'est transformée, muée en une loi, et cette loi va poser un problème sur l'espace et sur le temps par le principe de l'application immédiate de la loi ou par le principe de la non-rétroactivité de la loi. Donc, vous avez par exemple une femme qui a divorcé, peut-être, ou qui s'est mariée et qui se dit aujourd'hui j'ai le droit de divorcer d'une manière unilatérale. Ça existe, le code de la famille l'a bien instauré, la femme peut divorcer d'elle-même, ok? Et vous avez encore une autre situation d'une femme qui est mariée, mais elle n'a jamais pu divorcer, mais qui s'est mariée il y a longtemps, hein, mais qui n'a jamais pu divorcer parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette loi. Est-ce que cette loi, quand elle va sortir, est-ce qu'elle va dire « Ah oui, mais moi aussi je suis mariée, ça fait 20 ans, donc aujourd'hui je peux divorcer unilatéralement ». C'est un problème, ça veut dire qu'elle va prendre cette règle de droit et on va l'appliquer dans le passé. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Donc ça va perturber un ordre juridique, d'accord? Ou est-ce que cette loi qui va sortir, elle va uniquement régir la situation d'avenir? Ou alors est-ce qu'elle va s'appliquer uniquement à la situation débat actuel, immédiat? C'est juste pour vous sensibiliser que que la règle du droit objectif, elle est beaucoup plus délicate et complexe que le droit subjectif. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons juste les récupérer et les interposer sur les personnes privées ou publiques, les sociétés, les personnes physiques, les associations, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est l'élaboration de cette règle de droit. Donc nous allons vite fait terminer la publication qui pose aussi un problème, comme je l'ai dit la dernière fois, puisque cette publication en France, c'est J+1, son application de la loi, et au Maroc, c'est le jour même, quand la loi elle sort, elle s'applique. Et la dernière fois, je pense que si ma mémoire est bonne, je vous ai également expliqué que la publication, lorsqu'elle sort, une loi publiée quand elle va sortir, publiée dans un bulletin officiel, elle risque de comporter des erreurs. C'est ce qu'on appelle des errata et des erratums. Et le problème encore sur le plan juridique de ces erreurs, parce que vous avez des erreurs qui peuvent modifier la volonté du législateur, et il y a des erreurs qui sont insignifiantes, que même quand il y a ces petites erreurs,
elle ne modifie pas la volonté du législateur. Ça veut dire que l'esprit de cette loi n'est pas infecté par un virus que nous appelons une erreur. Ça veut dire, on a bien compris. Ou alors, vous avez des fois des erreurs qui risquent carrément de modifier l'esprit de loi, parce que cette erreur, elle est tellement importante qu'elle a changé substantiellement la loi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a un changement comme ça? Je crois que je l'ai dit la dernière fois, quand il y a un changement comme ça de cette erreur, qui va modifier la volonté, eh bien, on revient à la case de départ. Ça veut dire qu'on va faire encore une promulgation, ok, et une publication en rectifiant ces erreurs. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. On n'a pas le droit de modifier quelque chose au cours de route. Il faut revenir à la case de départ. Est-ce que vous comprenez? Et retracer la même procédure, comme si c'était une nouvelle loi qui sort, avec tous ces aspects de l'entrée en vigueur, la promulgation et la publication, encore une fois. Maintenant, quand il s'agit des petites erreurs insignifiantes, on peut publier ça par des errata et des erratums. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Je pense qu'on a déjà écrit cela, si, la dernière fois. On a écrit cela. Alors, vous mettez, s'il vous plaît, alors, on a écrit les errata et les erratums, oui. Vous mettez la valeur, c'est juste pour avoir une idée, la valeur juridique. La valeur juridique. La valeur juridique de ces errata, ça veut dire de ces modifications, la valeur juridique donc de ces errata, la valeur juridique de ces errata a été discutée selon que la rectification modifie ou ne modifie pas la volonté du législateur. Modifie ou ne modifie pas la volonté du législateur. Eh bien, dans le cas où cela modifie la volonté du législateur, dans le cas où cela modifie donc la volonté du législateur, cela constitue un danger. Cela constitue un danger pour le citoyen. Cela constitue un danger pour le citoyen, le sujet de droit que nous sommes. Et vous savez pourquoi cela constitue un danger? Imaginez une loi qui sort avec une erreur, parce que nous sommes dans l'erreur ici, attention. Imaginez une loi qui sort avec une erreur. Au lieu que le législateur, par exemple, il a mis que le feu vert, je donne des exemples très, très insignifiants pour que vous puissiez comprendre le danger d'une telle publication qui risque de comporter une erreur qui va modifier la volonté du législateur. Imaginez que le législateur, dans son texte initial, dit que le feu rouge, que les voitures doivent s'arrêter au feu rouge. Imaginez. Au lieu de mettre le rouge, il a mis le vert. Une erreur. Et il y a la loi qui sort avec s'arrêter au rouge, s'arrêter au vert. Ça veut dire que circuler dans le rouge. Et imaginez qu'effectivement, cette loi qui sort, et comme elle est d'application immédiate, quelqu'un qui a lu cette loi, il dit, bon, la loi a changé. Maintenant, on ne s'arrête plus dans le rouge, on s'arrête dans le vert. Et donc, il va appliquer la loi. Et il commet un accident. Il commet un accident. Le lendemain, on se dit, attention, il y a une petite erreur là.
ne lisez pas vert, mais lisez rouge. Est-ce que vous comprenez? Que devient la situation de l'accidenté? Il est dans un moment rétroactif. Ça veut dire qu'il va essayer d'obtenir des dommages-intérêts d'un accident arrivé dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Or, le passé, en droit, est dépassé. On ne régit pas les situations d'avant. On régit les situations à partir de la loi, quand elle va sortir toute fraîche. Quand il va vers les tribunaux, on va lui dire, mais quand est-ce que vous avez eu cet accident? Ben, je l'ai eu sous la loi ancienne. Attendez, là, on n'est plus dans la loi ancienne, on est dans la loi nouvelle. C'est pour ça qu'on parle que la rectification, elle est très dangereuse, parce que ça risque de créer un effet rétroactif. Et la loi ne connaît pas d'effet rétroactif. En vertu de l'article 4 de la Constitution de 2011, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Jamais la loi ne sortira pour maintenant et elle va régir des situations dans le passé. La seule exception, je dirais même la seule atteinte qui a été faite à cette règle, à ce principe constitutionnel garanti par la Constitution, c'était dans les années 60, bien avant la Constitution, la première Constitution, où le roi Mohammed V avait pris une décision par Dahir. Et vous savez que les Dahir, à l'époque, pouvaient rétroagir, parce que c'est la décision royale. Le Dahir pouvait, aujourd'hui non, mais à l'époque, avant les années 62, le Dahir pouvait, et comme vous savez tous qu'il y avait cette affaire dans les années 57-58 des huiles nocives de Meknès, cette affaire où on a vendu des commerçants à Meknès, ils ont vendu des huiles, des avions, et ils les ont commercialisées, ce qui a entraîné des morts, des milliers de morts, parce que c'était une intoxication. Comment fallait-il punir ces gens-là, puisqu'à l'époque on n'avait pas de texte en la matière? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a juste incarcérés pour c'est quelque chose de petit, alors qu'il y avait quand même un crime contre l'humanité là-dessus. Et dans les années 62, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir un texte, la première constitution, et le premier code pénal par la même occasion. Et qu'est-ce qu'il va faire le roi Mohammed V? Eh bien, il va prendre une décision concernant ces gens-là qui sont déjà en prison pour les refaire sortir et les condamner une deuxième fois. Ça, c'est une atteinte au principe de la rétroactivité. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, son fils Hassan II, quand il est arrivé au pouvoir, il a qualifié ces juges de monstres. Et qu'à partir des années 62, notre première constitution, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Ça veut dire que tout ce qui a été commis dans le passé, et une fois jugé, ne peut être rejugé pour l'avenir. D'accord? Et il y a ça, il y a aussi sur le plan du droit pénal, la procédure pénale, qu'un procès jugé ne peut être jugé une deuxième fois. Quand il est jugé, c'est fini. On ne revient pas sur le procès pour le rejuger une deuxième fois. Donc nous aurons l'occasion de voir en quoi ces atteintes au principe de la non-rétroactivité, des fois, sur le plan de la procédure pénale, elles sont plus ou moins bénéfiques. Attention, quand il s'agit des lois qu'on appelle les lois douces, quand il y a une loi douce qui sort et que la loi ancienne, elle est sévère, nous allons appliquer la loi douce. Mais attention, ce n'est pas quelque chose d'absolu, parce qu'il faut absolument que le prévenu, on ne dit pas l'accusé aujourd'hui, mais on dit le prévenu, parce qu'il est encore innocent, tant qu'on n'a pas prouvé son accusation, le prévenu n'est pas encore jugé. Ça veut dire qu'il est là en détention en attendant le jugement. Parce que si une fois jugé, c'est fini pour lui. On ne peut plus appliquer ces règles douces. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas qu'il soit jugé. Il est dans l'attente d'un jugement. Eh bien, en attendant ce jugement, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce laps de temps, il va y avoir une loi qui va sortir. Et qui va dire, par exemple, que le viol, au lieu qu'il soit de 20 ans, il est de 15 ans. On va lui appliquer 15 ans, et non pas 20 ans. C'est une loi douce. Non encore jugé, attention. Maintenant, si le viol, au lieu de 15 ans, il passera à 40 ans, ou à 30 ans, on va lui appliquer l'ancienne loi.
C'est ce qu'on appelle c'est pas une atteinte, ce sont des dérogations. Attention, ce sont des dérogations de la non-rétroactivité, mais uniquement dans le droit pénal. C'est tout. En droit civil, en droit commercial, ce principe ne connaît pas d'atteinte, encore moins d'exception. D'accord? Donc vous allez mettre, s'il vous plaît. Donc vous mettez la dangerosité, donc implique un effet rétroactif. La dangerosité implique un effet rétroactif de la loi. J'entends une deuxième sonnerie d'un téléphone, je considère que le cours est fait. Je préfère vous le dire tout de suite. Et j'abandonne le cours. Je pense que vous avez été suffisamment avisés à ce niveau dès le début de notre cours. Et ça sera comme ça durant le deuxième semestre aussi. Il n'y a pas de raison que moi, j'éteins mon portable et que vous laissez votre portable allumé. C'est vraiment un non-respect. Alors, si le rectificatif, donc vous mettez effet non rétroactif, si en revanche, le rectificatif, ou l'erreur, si vous voulez, c'est une erreur, n'est pas substantielle, ça veut dire qu'elle n'est pas importante, elle n'est pas substantielle. Elle n'est pas, substantielle, eh bien, on peut insérer cette correction dans le corps du texte. On insère la correction dans le corps du texte. Donc, vous mettez, s'il vous plaît, exceptionnellement, c'est très important, exceptionnellement, on peut retarder, exceptionnellement, on peut retarder une entrée en vigueur de la loi. L'entrée en vigueur de la loi. Alors, vous mettez, s'il vous plaît, en effet, en cas d'urgence, on peut avancer une entrée en vigueur. En cas d'urgence, on peut avancer. Et vous savez quand on veut avancer, qu'une loi soit portée à la connaissance du public, il y a la radio, la télévision, les télégrammes, les téléx, le crieur public, autant d'éléments, autant de moyens qui vous permettent d'avoir cette information. Et vous savez que dans les tribunaux au Maroc, lorsqu'il y a une loi qui sort comme ça concernant les tribunaux au Maroc, on n'a pas besoin de passer par toutes ces procédures, parce qu'il s'agit des procédures des tribunaux, il faut qu'ils s'appliquent tout de suite. Donc on n'a pas le temps d'attendre que la publication soit faite, normale, exceptionnelle. Donc il y a cette publication qui va se faire, mais on va l'appliquer tout de suite. Donc on va essayer d'avancer ces procédures d'une manière rapide. Ça, c'est quand on veut avancer une entrée en vigueur d'une loi. Des fois, on peut la retarder. On la retarde pourquoi? Parce qu'il y a l'ancienne loi qui est encore là. Donc le temps d'abroger, on appelle l'abrogation,
le temps d'abroger cette loi, il faut quand même lui laisser un peu de temps pour qu'elle s'adapte. Regardez la Constitution d'aujourd'hui, de 2011. Vous savez en quelle année elle est rentrée? Je suis en train de regarder. Elle est rentrée dans la promulgation en 2000, le 29 juillet portant promulgation du texte. Mais le Dahir, il date du 1-11-91. Ça veut dire que ne croyez pas que quand une loi, quand elle sort, elle se travaille tout de suite. Ça veut dire qu'il y a un temps où elle se travaille, promulguée, publiée par un certain nombre de Dahir et des textes, et après elle va entrer en vigueur. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer réellement sur le terrain. Donc entre le moment où elle sort ou le moment où elle va s'appliquer, c'est ce qu'on appelle l'entrée en vigueur de cette loi, il va y avoir des flottements. Et les flottements, ils ne sont pas faits comme ça, c'est pas pour faire beau qu'on marque ces flottements. En 1965, comme vous le savez, 65, il y avait ce qu'on appelle la marocanisation au Maroc. Ça veut dire que les tribunaux, désormais, doivent parler, plaider au Maroc. Parce qu'avant, c'était la langue française qui régissait les tribunaux, puisqu'il y avait les colons qui étaient là. Donc à l'indépendance, on avait compris qu'effectivement, que la loi, les juges, les tribunaux, les huissiers, les auxiliaires de justice, tout le monde doit parler en arabe. Le jugement, la décision, les ordonnances sont rendues au nom de Sa Majesté le Roi, ok, mais rendues en langue arabe. Mais à l'époque, il n'y avait que des Français qui parlaient. On rendait les jugements, oui, mais c'était en français. Les ordonnances et tout ça se faisait en français. Donc quand cette loi, elle est sortie pour la marocanisation et l'arabisation, on ne pouvait pas prendre une brosse, effacer et écrire de nouveau. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut laisser le temps à ce qu'on appelle à l'adaptation. Donc le temps de l'adaptation fait qu'une loi, quand elle rentre en vigueur, elle est retardée, en attendant que les choses s'adaptent au fur et à mesure. D'accord? Parce qu'on ne peut pas venir et gommer, et on ne peut pas venir et mettre à côté, et on ne peut pas venir et supprimer et remplacer. Donc il faut, c'est comme un organe dans un corps humain. Il faut lui donner le temps, dans une greffe, de s'adapter, tout simplement. Quand vous implantez un organe dans un corps humain, le cœur ne fonctionne pas tout de suite, le rein ne fonctionne pas tout de suite, il faut lui donner du temps pour qu'il s'adapte à votre nouveau corps, le nouveau contexte juridique. Donc, quand elle sort, il faut lui donner le temps de s'adapter. C'est pour ça qu'on dit qu'une loi, quand elle sort, il faut lui donner le temps. Mais attention, quand vous lui donnez le temps, ça veut dire que l'autre loi qui est là va partir, elle va mourir. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle de l'abrogation. Ça veut dire que la nouvelle loi rentre et l'ancienne loi, elle est abrogée. Elle est rejetée, pas rejetée, abrogée. Elle est abrogée. D'ailleurs, dans la Constitution de 2011, on va pas venir vous dire que la Constitution de 1996, elle est abrogée. On le sait. On n'a pas besoin de... C'est ce qu'on appelle de l'abrogation tacite. On n'a pas besoin de le savoir. On comprend bien que quand il y a une nouvelle Constitution qui arrive, l'ancienne n'a plus de cours. On le sait. C'est ce qu'on appelle l'abrogation tacite. Si vous prenez un citoyen, il va travailler avec l'ancienne Constitution, il ne va pas vous dire « oui, mais moi je ne suis pas au courant parce que pour moi c'est toujours... » Non, l'abrogation, elle est tacite. Une abrogation tacite, de fait. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des abrogations express. Là, je vous le dis. Je vous dis que l'ancienne loi n'est plus en cours aujourd'hui, mais c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer. Alors, dans ce type de problème, le virus, si vous voulez, de ces situations, c'est la coutume. La coutume qui va essayer de trouver un terrain pour se greffer dans le vide d'une loi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le danger, c'est la coutume. Dans un vide, et comme la nature n'aime pas le vide, et quand il y a un vide juridique, eh bien, c'est la coutume qu'on fait appel. Mais la coutume, elle a aussi ses inconvénients. La coutume n'est pas une règle de droit. La coutume, elle n'émane pas d'un corps constitué comme le Parlement. La coutume n'a pas de promulgation. La coutume n'a pas de contrôle de la constitutionnalité. Et dans tout ça, la coutume n'est pas une règle de droit, elle n'est pas sanctionnée comme par l'État.
Et pourtant, la coutume peut cohabiter, je dis bien cohabiter, en aucun moment elle ne peut remplacer, elle peut cohabiter avec la loi. Elle cohabite avec la loi. Dans quel domaine? En matière commerciale. C'est tout. Quand la coutume ne rentre pas en contradiction avec l'ordre public. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quelque part la coutume, c'est ce virus qui va sortir de quelque part et de nulle part pour dire, bon, puisque vous n'avez pas de loi ici, eh bien nous avons notre propre coutume, on va l'appliquer. Et la question que l'on se pose sur le plan juridique, la coutume peut-elle remplacer une règle de droit, bien que cette règle de droit n'a jamais été appliquée? Elle était oubliée, mais on ne l'applique pas. Est-ce que la coutume peut la remplacer? Est-ce que la coutume peut travailler comme une règle de droit? Eh bien non, la coutume n'est pas une règle de droit. La coutume, elle est régionale, elle est tribale, dans les tribus, dans les régions. Elle n'est pas nationale. La coutume n'est pas normative. La coutume n'est pas impersonnelle. La coutume, elle est personnelle. Chaque région a ses coutumes. Donc la coutume, elle peut plus ou moins cohabiter. Encore une fois, et je pèse bien mes mots avec réserve. Elle peut cohabiter avec la règle de droit. Elle peut collaborer avec le droit. Mais si jamais elle rentre en conflit avec la règle de droit, c'est la règle de droit qui prévaut et non pas la coutume. D'accord? Donc on va écrire tout ça.